Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Patrimoine thématique tous les vendredis qui est consacré donc au monde de l'art, vous le savez à présent. Et tous les vendredis, on retrouve Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur ces questions-là au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de l'art? Quelle nouvelle Sybille? Alors Nicolas, la France est un pays centralisé et le monde de l'art n'échappe pas à cela. Alors il y a quand même de nouvelles initiatives qui ont lieu tous les jours. Et je voulais vous emmener en Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, près de Bordeaux, qui voit naître une nouvelle foire sur le design en mai 2022, du 5 au 8 mai 2022. Cette foire s'appellera BAD+, pour Bordeaux Art plus Design, qui fait concurrence à une lettre près quand même au fameux PAD, Paris Art plus Design. Alors cette foire à Bordeaux, c'est Jean-Daniel Compin qui en est le commissaire général. Cette foire aura lieu dans un bâtiment industriel rénové, le Hangar 14, qui est sur le bord de la Garonne. Il y aura environ 70 galeries, un espace jeune galerie, jeune talent, un espace performance et projet d'artistes. Alors, les délais sont courts, mais avec cette ville attrayante, je ne doute pas du succès de cette foire. Alors ça, c'est pour le sud, mais un autre succès régional, Sybille, et cette fois-ci, vous nous emmenez au nord. Oui, c'est pour la foire internationale d'art vidéo à Lille qui a eu lieu cette semaine. Alors, la vidéo, support en vogue, mais peu représentée dans les foires. Celle-ci s'appelle Around Video Art Fair, et cette première édition fut un succès. Il y avait une trentaine de galeries qui étaient toutes rassemblées dans le Moxie Marriott Hotel de Lille, qui ont donc projeté leurs vidéos dans les chambres de l'hôtel sur en fait le modèle de la foire Loop qui a lieu à Barcelone, qui est une foire référence en la vidéo. The Art Newspaper trouve que la nouvelle foire a attiré de nombreux collectionneurs parisiens et du nord de la France et aussi de la Belgique. Et puis l'un des fondateurs de Round Video, Renato Casciani, s'est exprimé dans Le Monde. Pour lui, ces foires en région ont particulièrement leur place, les foires spécialisées ont particulièrement leur place en région. Et puis la vidéo est plus représentée en institution, mais peu chez les collectionneurs particuliers. On enchaîne à présent, Sybille, avec un nouveau rapport Art Price qui a été publié. Vous les aimez bien, les rapports Art Price, hein, c'est pas la première fois qu'on en parle. Là, on parle de résultats de vente qui sont très dynamiques cette année. Oui, ils font référence, donc j'en parle régulièrement quand même. Là, on parle vraiment de l'art contemporain spécifiquement. Thierry Herman, qui est président d'Art Market et fondateur Art Price, en a fait un peu le tour. La création contemporaine, dit-il, a mieux résisté à la crise sanitaire plus que toute autre période, grâce à une stratégie d'offres toujours plus dense, plus abordable, avec une demande croissante de collectionneurs multigénérationnels. Alors le rapport se base sur les chiffres de juillet 2020 à juin 2021. C'est pour Art Price le meilleur exercice de l'histoire des enchères en termes de lots vendus et de produits de vente. On a assisté à des ventes aux enchères d'environ 100 000 œuvres contemporaines sur ces 12 mois, pour un total de 2,7 milliards de dollars, une augmentation de 117% par rapport au chiffre d'affaires de l'exercice 2019-2020, qui était particulièrement mauvais, avec une chute de 34% due à la pandémie. Alors pour quelques chiffres, 90% de ces ventes de ces œuvres d'art sont vendues entre 0 et 20 000 dollars, voilà, pour prendre un peu de distance sur les énormes montants qu'on peut avoir dans la presse. Et alors, si on revient sur la capitale, c'est pas la semaine de Paris, Sybille. Donc là, vous nous avez emmenés un peu partout en France, et le rapport déclasse Paris comme centre névralgique du marché de l'art contemporain. Voilà, dans le rapport, donc, il cite de nombreuses mutations, une ouverture vers le marché de l'Est. Hong Kong s'impose comme la deuxième ville du marché de l'art contemporain après New York. Et puis si on prend un peu plus de recul à l'échelle des pays, la Chine représente 40% des ventes mondiales. C'est la première plaque tournante de l'art contemporain. Ensuite se placent les États-Unis et le Royaume-Uni. Paris se situe à la 5e place du marché et s'éloigne de plus en plus de ses concurrents. La France représente 2,2% des ventes mondiale. Puis après, pour ce qui est des chiffres de l'art contemporain en règle générale, l'art contemporain représente 23% du marché de l'art. C'était seulement 3% en 2000. C'est énorme.
un bond énorme. Aujourd'hui, c'est à peu près 35 000 signatures contemporaines qui sont de plus en plus adaptées à la demande, car il y a très peu d'invendus. Seulement 30% des ventes sont invendues et ce taux en plus va baisser. Il y a environ 1200 nouveaux artistes contemporains signatures qui viennent sur le monde de l'art chaque année. Et en ce qui concerne les maisons de vente, on a toujours ce trio Christie's, Sotheby's, Philips qui concentrent 2/3 du chiffre d'affaires des ventes. Alors on enchaîne maintenant avec des récompenses, Sybille, cette semaine. Oui, je voulais vous parler de la Fondation Bettencourt-Schuller qui, cette semaine, a récompensé 3 artisans. C'est le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main. Elle a dévoilé ses lauréats cette semaine. C'est le prix d'abord Talent d'exception qui a été décerné à Karl Maslow, un artisan joaillier, pour son œuvre Black Garden. Alors c'est une œuvre à part entière qui présente une bague, mais aussi son réceptacle. Donc il faut vraiment voir ça de manière entière. Donc on voit bien que la frontière est brouillée entre l'œuvre d'art et l'artisanat. Et puis après, pour les autres catégories, on a la catégorie dialogue qui récompense Grégory Rosenblatt, Nicolas Lelièvre et Florian Briet, derrière le nom de Aotsugi, pour leur travail de la porcelaine. Et puis pour la catégorie parcours, c'est l'Institut technologique européen des métiers de la musique qui est récompensé pour son centre de formation au métier de luthier. Et on finit avec Jean-Michel Othoniel qui, lui, est entré dans le panthéon des artistes français. Voilà Jean-Michel Othoniel qui a été élu à l'Académie des Beaux-Arts. Il a été élu il y a un peu de temps, le 14 novembre 2018, pour la section sculpture. Il a pris le fauteuil précédemment occupé par Eugène Daudaigne. Mais c'est cette semaine qu'il a été officiellement intronisé par son confrère Adrien Goetz. L'artiste a résonné notamment par son œuvre au-dessus du métro, à la sortie du métro Palais Royal, musée du Louvre. Cette œuvre qui s'appelle Kiosque des Noctambules. Et puis aujourd'hui, il fait l'actualité pour son exposition Le Théorème de Narcisse. C'est un grand succès au Petit Palais. Vous pourrez le retrouver dans la galerie Perrotin à la FIAC qui a lieu dans quelques semaines. Merci beaucoup Sybille Aoudjan. Sybille Aoudjan, je rappelle que vous êtes journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et on enchaîne tout de suite avec vous, John Karp. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. John Karp, vous êtes co-auteur du livre NFT Révolution, un livre qui est lui-même vendu sous forme de NFT. On aura l'occasion d'y revenir une fois qu'on saura un peu plus ce que c'est dans cette émission qu'un NFT. Et vous êtes également présentateur de l'émission NFT Morning tous les matins à 8h55 sur Clubhouse. Vous êtes la personne pour nous expliquer ce que c'est qu'un NFT, un métaverse, un crypto-art, enfin tout ce qu'on voit beaucoup dans la presse mais qu'on ne comprend pas forcément toujours. Déjà que les crypto-monnaies, c'est parfois compliqué pour certains d'entre nous. Alors les NFT, du coup, c'est un usage particulier. Très rapidement, c'est quoi un NFT ou un crypto-art? Déjà, c'est la même chose? C'est deux choses différentes? Alors, c'est deux choses différentes. D'accord. NFT, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Au contraire, c'est même plus simple que les crypto-monnaies. Le NFT, c'est un non-fungible token. C'est un mot, c'est pas la peine de l'expliquer, mais c'est vrai que ça veut dire token non fongible. D'accord. Sans rentrer dans les termes, pour faire très très simple, un NFT, c'est un titre de propriété d'un bien virtuel. Point final. Et ça veut dire que c'est là qu'il y a une petite révolution. C'est vrai que ça repose sur cette technologie de la blockchain qui atteste, grosso modo, que quand je suis propriétaire de ces NFT, eh bien, c'est 100% fiable, infalsifiable, 100% traçable. Et du coup, il y a de la confiance qui s'est créée autour de ça, ce qui fait qu'il y a un marché qui s'est créé et que il y a maintenant, en effet, des milliards qui sont investis là-dedans. Maintenant, quand j'ai ce titre de propriété, je peux posséder justement différents types d'assets numériques. Dont une œuvre d'art, du coup. Voilà, exactement. Donc, je peux avoir une œuvre d'art, donc ça veut dire un fichier en 3D, une image, une vidéo, un son audio, même un programme informatique. Donc là, on parle d'œuvre d'art numérique. D'œuvre d'art numérique, exactement. Je peux être propriétaire avec ce NFT d'autres biens dits virtuels. On a beaucoup parlé de la levée de fonds de la société Sorare. Donc, je peux posséder, ça repose sur la technologie NFT, je peux posséder, on va dire, une carte Panini virtuelle, donc de joueurs de foot. Je peux posséder on va dire des assets dans des jeux vidéo, par exemple des vêtements, des chaussures, des casquettes ou des armes qui vont me servir dans le cadre de ce jeu. Je peux posséder, grâce à un NFT, des terrains dans des mondes virtuels. D'accord, fameux métaverse. Les fameux métaverses. Les fameux métaverses qui sont créés, voilà, c'est-à-dire que ces univers en 3D
qui appartiennent justement à leurs copropriétaires, ça veut dire qu'en tant que propriétaire d'une parcelle dans un métaverse, eh bien, j'ai un terrain que je peux exploiter, je peux construire dessus, mais je peux aussi le louer, je peux le prêter, je peux monter une galerie d'art dedans si j'en ai envie, un casino ou encore une expérience de jeu. Et concrètement, comment ça fonctionne on va sur une application et on achète comment? Et puis surtout, est-ce qu'on projette ce NFT, comment on le projette chez soi sur un mur avec un projecteur? Voilà, donc en effet, ce NFT, vous avez vu qu'il y a plein de possibilités, mais donc grosso modo, ce qui est génial dans le monde de l'art, par exemple, c'est qu'il y a eu des artistes numériques, des artistes digitaux qui créent des œuvres depuis les années 50. Il y en a vraiment qui ont explosé depuis 10-20 ans. On les connaissait sur les réseaux sociaux. Il y a le fameux Beeple qui a fait la vente chez Sotheby's pour 69 millions de dollars, par exemple. Ouais. Chez Christie's, excusez-moi. Okay. Et du coup, jusqu'à présent, ils faisaient des performances artistiques, ils avaient des followers sur les réseaux sociaux, ils faisaient des collaborations avec des marques, mais ils vendaient pas leurs œuvres. Et le fait que le NFT apparaisse, ce fameux artiste Beeple, ça faisait 13 ans qu'il était connu, il faisait une œuvre par jour depuis 13 ans par exemple, mais il ne vendait pas ses œuvres. Et c'est uniquement l'année dernière, quand il a commencé à s'intéresser au NFT, qu'il a réussi à vendre le fruit de son travail. Et donc c'est ça qui change la notion, c'est que tout le monde peut voir des œuvres numériques, mais une seule personne, grâce au NFT, va en être propriétaire et va pouvoir la vendre, la prêter, la louer, la détruire si elle le souhaite. Donc ensuite, une fois que je suis propriétaire de ce NFT, qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'affiche? C'est fait, il y a deux niveaux. Il y a dans les mondes virtuels, justement, et les mondes virtuels, on est tous dedans. Hein. Sur nos réseaux sociaux, on est tous déjà des êtres virtuels, sans aller jusqu'au métaverse, où en effet, je pourrais l'afficher dans mes galeries. On pourrait avoir des hologrammes ou autre, oui, mais non, mais d'accord. Dès maintenant, Twitter, là, est en train de faire un processus qui, dans un mois, je crois, ils vont valider votre photo de profil avec une coche bleue pour dire justement que vous êtes vraiment propriétaire de cette photo de profil. Et donc, que vous avez peut-être le NFT qui correspond à la photo de profil. Si vous avez il y a des collections très connues maintenant. Il y a les CryptoPunk, par exemple. Il y a les Bored Apes, c'est des petits singes. Bon, il y a plein de collections connues. Et donc, dans les mondes virtuels, déjà, vous avez une validation que vous êtes vraiment propriétaire. Et dans les mondes réels aussi, là, on est au tout début. Mais je reviens sur la question de Sybille, la question derrière, c'est comment est-ce que je projette dans le monde physique une œuvre virtuelle? Mais on irait même plus loin, c'est qu'une œuvre, elle peut être dupliquée. Quel est mon intérêt, moi, d'être propriétaire de cette œuvre, du coup? Alors, deux choses. Donc, en effet, pour la question de Sybille, comment je projette dans le monde réel? On est au début, mais il y a déjà des écrans, il y a pas mal de collectionneurs qui apprécient justement d'afficher ça, il y a des sociétés qui se spécialisent là-dedans, et donc on va voir dans le monde réel de plus en plus de personnes qui affichent leur NFT. Ensuite, l'intérêt à proprement parler en effet, pourquoi moi je posséderais une œuvre que tout le monde peut avoir? Tout le monde peut l'avoir, mais il n'y a que moi qui l'ai. En fait, on est vraiment dans la même logique qu'il y avait déjà dans le marché de la photo, ou dans le marché de l'art de manière plus générale. Ça veut dire, moi, si j'ai envie, demain, je peux avoir une très belle lithographie de la Mona Lisa dans mon salon, ou même, je pourrais même demander à un artiste très reconnu de reproduire à l'exact la Joconde. Il y a eu des histoires d'ailleurs autour de. Oui, effectivement. Et c'est pas la vraie, mais j'ai l'impression d'avoir la vraie dans mon salon. Et tout le monde va la voir, dire c'est magnifique, c'est très sympa, c'est super. Ça vaudra zéro, ça sera pas. Enfin, ça vaudra peut-être le prix de la matière première, mais en tout cas, j'aurais pas l'original. Là, la question, c'est que justement, ça crée la notion d'être propriétaire de l'original d'un bien virtuel. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer du coup le boom de cet été? Parce que je crois que l'œuvre de Beeple était estimée à $100 au départ, qui a quand même fait 69 millions. Pourquoi ça a explosé en très peu de temps et ça a généré autant de valeur? Alors, l'œuvre de Beeple, non, n'était pas estimée à $100, elle était mise en vente à $100 au début. Mais bon, ça c'était un point de départ. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on a la convergence de plein de facteurs qui font qu'on est en train de réaliser que ce Beeple, il y en a d'autres, hein, je vous conseille de regarder, il y a Pac, il y a Feocius, il y a tous ces artistes qui sont maintenant en vente justement chez Christie's et chez Sotheby's et dans d'autres maisons d'enchères. On est en train de réaliser qu'ils sont en train de réinventer les codes. On est vraiment au même niveau que l'école de Paris au début du siècle, quand tous ces artistes se réunissaient dans des cafés pour inventer le néo-impressionnisme, le fauvisme, le cubisme, tous ensemble. Et donc là, il y a toutes ces écoles qui sont en train d'être créées. Chaque artiste va faire des enfants artistiques, on va dire, et va être un maître à penser. Et dans 30 ans, on dira sûrement, alors moi je pense en tout cas, qu'on parlera de Beeple, de Pac et de Feocius comme on parle de Warhol, de Banksy ou de Picasso. Et donc, la spéculation qui peut avoir lieu, parce qu'il y en a, c'est vrai, elle se base pas sur rien. Elle se base simplement sur l'analyse, comme on l'a fait à un moment donné dans d'autres secteurs d'activité, que c'est quelque chose qui va être présent
dans les 10, 20, 30, 50 prochaines années. Donc autant être propriétaire de ces moments historiques où les artistes sont en train de créer au début. D'accord. Et est-ce que chaque NFT, en fait, qu'est-ce que ça ouvre comme champ des possibles les NFT? Parce que finalement, il n'y a pas qu'une correspondance avec des œuvres du réel, parce qu'on ne va pas juste acheter forcément des numérisations de tableaux qui existent déjà. En fait, voilà, le tout début du marché, on est vraiment l'année 1, on va dire, du NFT. Vraiment, historiquement, ça a commencé en 2017. Le tout début, en effet, c'est je possède une image numérique. Petit à petit, il y a des usages physiques qui ont commencé à se créer. C'est-à-dire qu'on a des galeries maintenant qui vendent une œuvre physique et le NFT est simplement le certificat de propriété de cette œuvre physique. Et c'est beaucoup plus fiable. Aujourd'hui, vous avez un papier. Enfin, avoir inscrit dans le grand registre de l'Internet infalsifiable, jamais piraté, que vous avez acheté telle œuvre à tel moment de manière sûre et certaine à tel prix, déjà, ça offre beaucoup plus de sécurité dans ce marché. Et pour aller un peu plus loin, en effet, on va avoir de plus en plus de NFT as a service, on va dire, comme un accès, qui vont comme des passes d'accès. Il y a beaucoup de notions de clubs maintenant. Il y a à Los Angeles, par exemple, il y a les Crypto Venetian qui se sont créés. En fait, c'est un NFT qui vous permet d'accéder à un club physique, pour le coup. Et donc, ils ont vendu 1000 passes. Et donc, les gens, maintenant, se les arrachent à prix d'or parce que si vous avez ce pass, vous pouvez faire partie des soirées qui sont organisées dans ce club. Et donc, je peux le vendre sur le second marché, c'est ça tout l'intérêt, c'est que j'en suis le propriétaire, mais j'en fais ce que je veux, je peux le prêter, le donner, le louer à quelqu'un. Mais si je le vends, j'aurai plus accès au club. Bon, on l'a compris, vous êtes convaincu par le sujet, avec une question, mais on n'aura pas le temps de la traiter aujourd'hui, mais on pourra en reparler. C'est du coup, si, comme les crypto-monnaies, avec cette notion de décentralisation, là aujourd'hui, c'est les maisons de vente aux enchères qui se saisissent du sujet, mais peut-être que demain, du coup, il faudra qu'elles réfléchissent à un nouveau modèle pour utiliser ces NFT, ou en tout cas pour les vendre. John Karp, je rappelle donc que vous êtes le co-auteur du livre NFT Révolution, lui-même vendu sous forme de NFT. Il y a quoi? Il y a 300 jetons, c'est ça? Exactement. En fait, là, vous voyez la carte qui s'affiche. En fait, on a fait justement aussi un pass d'accès. Il y a 300 éditions limitées. Vous achetez ce pass d'accès, c'est uniquement sur le site nftrevolution.xyz. Et quand vous avez ce pass d'accès, vous avez la possibilité d'aller sur le site, justement, de réclamer la version numérique. Et si vous êtes propriétaire du pass d'accès aussi au 16 octobre, de réclamer la version physique qu'on va vous envoyer chez vous. Et puis, il y aura peut-être d'autres surprises plus tard. Puisque du coup, il sera publié en papier le 16 octobre. Donc là, ça rejoint la question de Sybille sur l'utilisation du NFT dans le monde physique. Et je rappelle que vous êtes présentateur de l'émission NFT Morning tous les matins à 8h55 sur Clubhouse. Merci beaucoup, John Karp. Merci à vous. Merci beaucoup également, Sybille Aoudjan. Je rappelle, journaliste spécialisé sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.